Salut à tous et bienvenue dans un format un peu spécial de Club Croissance, le podcast dans lequel on reçoit, depuis près d'un an maintenant, des fondateurs de marques e-commerce et des experts du secteur. Aujourd'hui, c'est pas un épisode classique, mais un medley d'extraits tirés de plusieurs discussions. L'objectif est simple, vous partagez leurs expériences terrain pour que vous puissiez en tirer des conseils actionnables et les appliquer à votre propre site e-commerce. Dans cette vidéo, on a extrait quelques passages forts de discussions qu'on a eues avec 4 fondateurs de très belles marques e-commerce. Alison, fondatrice de Elé, Mathieu, cofondateur d'Underdog, Charles du Vent à la Française et Michael de Shapers. Chacun nous a partagé les petits détails qui font la différence chez eux, ceux qui les ont aidés à passer un cap et à performer dans un marché de plus en plus exigeant. On parle évidemment d'ads, mais pas seulement. On parle aussi d'organique, de retail, de synergie entre les leviers, de CRO, de notoriété, bref, de tout ce qui gravite autour de l'acquisition et qui fait la performance globale d'une marque en ligne. Ce que vous allez voir, ce sont de courts extraits, mais je vous invite vraiment à aller écouter les épisodes complets pour bien comprendre leur vision, leur parcours et comment ils ont surmonté leur blocage. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui nous permet de faire venir des invités toujours plus pointus et de continuer à vous proposer du contenu de qualité sur l'e-commerce. Notre ambition, c'est de devenir une chaîne de référence sur le sujet et on a besoin de vous pour ça. Et si de votre côté, c'est le bon moment pour vous pour faire le point sur vos campagnes ads, vos créas ou votre stratégie d'acquisition en général, on vous propose d'échanger avec nous pour voir si on serait un bon partenaire pour vous accompagner. Concrètement, on vous prépare une roadmap personnalisée en 3 étapes. Un audit technique de vos ads managers pour détecter les leviers de progression immédiats, une analyse créa pour identifier de nouveaux angles et formats publicitaires à tester, et une stratégie d'acquisition pensée pour structurer vos budgets, vos temps forts et vos priorités en lien direct avec vos produits et vos objectifs. Pour nous contacter, c'est très simple. Vous pouvez le faire directement via notre site internet, par email ou même directement sur LinkedIn. Toutes les infos sont en description de la vidéo. En termes de format, de contenu, aujourd'hui, c'est des choses qui sont produites de votre côté Oui. en interne. Enfin, comment vous travaillez cette stratégie de contenu dans un premier temps pour les ads et puis après, je pense que ça pourrait être intéressant de voir aussi par rapport à votre compte Insta, etc. Alors, le compte est ouais, alors après on réutilise, hein, pas mal de supports et cetera, mais on pense, nos contenus sur en acquisition, en paid, de façon très, très différente, la façon dont on les pense en organique et sur Instagram, tu vois? Donc on n'a pas du tout le même mindset et la com, même si elle est quand même, les messages sont communs, la façon de les formuler seront toujours assez différentes, hein, même visuellement. On crée, tout en interne, donc voilà et encore une fois de façon, très spontanée si tu veux. Nous en termes de si moi je dois quand je pense en recrutement, tu vois? Quand on définit un besoin, le point de départ c'est la capacité de la personne à nous rejoindre, à pouvoir non pas créer du contenu si tu veux, mais d'avoir cette sensibilité à la création artistique, tu vois? Donc et avec aussi, des skills, tu vois? Donc qui lui permettent, de coparticiper à la création, tu vois? Donc c'est pour nous et je dirais quels que soient les profils, hein, même sur la partie B2B, même si on a des personnes qui sont dédiées à la création, on aime vraiment être tous embarqués à un moment et c'est vrai que, au final, on est tous assez polyvalents, mais avec des profils qui sont très créa, très, DA. Trop bien, top. Et donc quand vous concevez, une ads, vous avez une idée et entre guillemets, vous l'exécutez sans chercher à ce qu'elle soit parfaite dès le premier coup? Exactement. On se dit, le matin on a tous les matins un morning call et voilà donc qui lui est nourri, déjà en premier lieu de d'idées que je vais chercher, en écoutant des podcasts, en écoutant la presse, tu vois? Vraiment en étant toujours, hyper en veille, hyper curieuse. Donc et voilà, donc on pose le rythme au moment du call du matin. Ensuite, les tâches se répartissent en fonction des affinités de chacun, si tu veux et de ses possibilités, de son agenda, de sa bonne bande passante, mais avec beaucoup de polyvalence. Moi, je trouve ça assez remarquable, tu vois? J'ai la designeuse produit, tu vois? Donc qui elle, est une,
jeune femme hyper brillante en design produit, tu vois? C'est très technique le design produit. Elle a une vision marketing et com qui est remarquable et en plus, elle est hyper héroïste si tu veux. Si on demande, tu vois, en premier lieu à une designeuse, tu vois, ton produit. Mais elle a cette sensibilité-là, qui elle est nécessaire, hein, quand tu diriges une boîte e-commerce, et le recrutement pour ça est hyper important. Tu vois? L'idée, c'est pas de d'avoir, une trop grande équipe, tu vois? De trop, trop, trop grandir et grandir trop vite, mais de réunir, si tu veux, des talents, tu vois? Et des mindsets voilà, qui soient, alignés. Ouais, ouais, ouais et bah, pareil, encore une fois, tu viens de dire des choses sur lesquelles j'ai envie de il y a plein de points sur lesquels j'ai envie de rebondir, mais avoir cette approche, héroïste, effectivement, dans le digital, c'est, super important à tous les, niveaux. Moi, il y a un peu une qualité que, en tout cas, selon moi, les bons, marketeurs, les personnes qui performent en e-commerce ont, c'est le bon sens et cette capacité à voir une direction qui va, regrouper plein d'avantages, en même temps. Bah, tiens, on va avoir une ads, en plus elle est entre guillemets «facile à faire», donc on va pas perdre de temps pour pouvoir la tester. Si on n'a pas perdu de temps, du coup, elle va pas nous coûter cher, à tester, donc au pire, si elle fonctionne pas, bah, c'est pas grave parce que ça nous aura pas coûté, tant que ça et au mieux, si ça fonctionne, bah, on aura une hypothèse qu'on pourra continuer de creuser plus tard. C'est ça, il faut être hyper agile, hyper opportuniste, voilà, donc exigeant, hein, évidemment, mais ça, c'est débordé. Nous, on a des chartes, tu vois? On a une charte qui nous permet, tu vois, de rester dans les clous, que tout le monde connaît dès le départ, si tu veux, et dans laquelle on reste tous et ensuite chacun est libre de produire, tu vois? Donc au gré même de ses expériences perso, tu vois? Moi, j'ai, des mamans dans des jeunes dans l'équipe qui sont parents, mamans, qui ont des bébés, tu vois? Et ils reviennent, le lendemain au bureau, ils ont avec du contenu, des créas, des choses, tu vois? Qui sont vraiment top, tu vois? On est tous voilà, mais parce qu'on est tous, je pense, hyper passionnés par ce qu'on fait. On a un terrain d'expression qui est immense, tu vois? Avec beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie et puis on apprend tous les jours, tous, tu vois? Donc moi, tu vois, qui suis l'ancienne, hein, donc mais qui, suis encore une fois hyper, passionnée par le digital, tu vois? Donc ça, j'ai l'impression d'apprendre énormément. Je me réinvente, je m'oblige, tu vois, à aller au-delà de moi-même, tu vois? Je devrais faire du personal branding, tu vois? Il faudrait que j'incarne un peu plus. Moi, je suis hyper timide, tu vois? J'apprends à commencer à prendre un peu de plaisir, tu vois? À communiquer moi-même, mais ça a été très difficile, mais tu vois, on s'oblige, on s'invente et voilà, avec cette envie d'avoir toujours vachement de plaisir à porter ce projet, tu vois, tous ensemble. La logique, c'est quoi? C'est de se dire: on met tous les efforts possibles sur le online. Le but, c'est de dépenser le plus possible en acquisition online. On veut que le online ce soit break even. Par contre, on sait que plus on dépense online, plus les gens vont en magasin et donc plus ça génère de Repère le ventes produit, je l'ai exactement. déjà vu sur Et du coup, en mon, gros, c'est un peu, on investit le marketing en online, on rentabilise tant que faire se peut sur, notre Shopify et sur Amazon, mais on sait que le gros de la marge, elle vient des magasins. Parce qu'en fait, la grosse différence, c'est que sur le online, enfin notamment sur un Shopify, tu pas ce côté boule de neige. C'est pas plus tu vends, plus tu vends. Sur Amazon, on en reparlera en fin de discussion, c'est plus tu vends, plus tu vends. En magasin aussi. Un magasin, je te prends, un magasin en bas de chez toi à Nantes, là, il y a un magasin de vélo. On commence à travailler avec lui. S'il commence à vendre, 1 produit par semaine et que son client revient et dit: «Ah, c'est cool le support, c'est un bon produit», en fait, ça va le renforcer. Il va se dire: «Ouais, bon, bah, la marque est bien, super» et du coup, quand il y a un autre client qui va arriver en disant: «Bah, vous avez quoi en support téléphone?» Bah, il va nous proposer nous spontanément. Donc en fait, nous, notre effort d'acquisition, il a été sur, un client qu'on a envoyé en boutique, qui a acheté, qui est satisfait et qui donne du feedback au magasin, bah, le magasin, il va dire: «Ah bah, maintenant je vais pousser cette marque-là» et tu vois, c'est une logique qui est très différente, hem et 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 c'est pour ça qu'on fait, on a cette structure-là de dire: «OK, j'essaie d'être le plus visible possible online et derrière on va rentabiliser le magasin». Donc quand on lance un nouveau pays, je lance pas des ads, en Pologne tant que je sais que j'ai pas 50 ou 70 revendeurs en Pologne, tu vois? très intéressant d'avoir ta vision sur le sujet. Je trouve que c'est une vision qui est assez, rare. En tout cas, j'ai entendu peu de,
de marques l'évoquer de cette manière-là? Ouais, il y a une autre marque qu'on a parlé, moi que j'aime beaucoup, qui est Kabaya, qui est pas la plus petite des marques, hein. Ils ont cette réflexion-là aussi, tu vois? De se dire, tu décloisonnes un peu tous tes canaux d'acquisition et de se dire: «Bah, en fait, non, le online, on pousse comme des ânes, on essaie d'être break-even ou d'avoir un peu de renta selon les objectifs de chacun, mais on sait que derrière, le nerf de la guerre va se passer, et chez les revendeurs et dans leurs boutiques physiques». Je trouve que c'est un discours qu'on commence à entendre, mais qui est pas évident parce qu'en fait, ça génère plein de problématiques derrière, de management notamment, parce que, tu peux pas, tu peux pas incentiver tes équipes online que sur le online, tes équipes offline que sur le offline. En fait, tu vois, c'est vraiment un c'est en découle quand même quelques questions et quelques nœuds au cerveau pour bien piloter ta boîte parce que comment tu pilotes ton incrément, comment tu suis, parce que tes stats en offline, tu les as pas. Tu vois, des fois, c'est du C'est feeling, c'est c'est intangible, une c'est question un peu comme un bon cuisinier qui fait une recette, ben, on va mettre un petit peu de magie à l'intérieur, pas il suivre y a exactement, ouais, mais les consignes. c'est dur de piloter une boîte au Ouais, feeling. ouais, bien sûr, Tu mais on a de l'intuition, on a ce truc, mais il y a un moment, il faut des chiffres, quoi. bien sûr. Nous, c'est aussi quand même quelque chose dont on se rend compte, c'est que ces dernières années, on s'est beaucoup habitué à avoir, une colonne, combien j'ai investi sur cette régie publicitaire, combien de ventes ça m'a généré, Ouais. combien de chiffre d'affaires et c'est vrai que c'est méga rassurant de se dire: «Je mets 1 €, j'en récupère, par exemple, 5, derrière». Mais on se rend compte que cette, logique-là, déjà, elle est plus très viable avec, tous les problèmes de tracking et cetera qu'on peut avoir. Elle devient instantanément plus viable une fois qu'on investit sur, Mmh. plus qu'un seul, levier ou qu'on est présent, en physique parce que tout est question de synergie et tout se Ouais, complète. ouais, ouais, complètement. C'est des grosses problématiques, Ouais, mais c'est super intéressant et je pense qu'effectivement un bon pilotage, c'est aussi peut-être sur des chiffres qui sont un peu plus, macro, qui vont moins rentrer dans le détail. Combien j'investis en marketing? Combien je fais de heu, premières ventes et cetera? nous, on pilote comme ça. Alors, on a très peu de repeats, encore sur notre gamme parce que les Ouais, produits sont garantis 10 ans. ouais. C'est bien pour les clients, c'est moins bien pour nous. Mmh. Hem, Nous, on pilote, et ça, on le fait depuis toujours, avant que, on parle de, ROMI, de MER, de ce que tu veux. En gros, nous, on prend toutes nos dépenses marketing, online principalement, mais toutes nos dépenses marketing et en face, on met notre chiffre d'affaires online. Ouais. On pilote comme ça. Donc le chiffre d'affaires online, c'est Shopify plus Amazon, plus, 1 ou 2 marketplaces, qui font un petit peu de vente, mais pas grand-chose. Et par contre, en face, on met, Google, Meta, Amazon, Influence, TikTok, OK. et un peu d'affiliation, quoi. OK, ça allait être justement ma question. Quel Voilà. levier vous utilisez? Et je reviens juste sur quelque chose que tu as dit, il y a quelques minutes, mais tu parlais d'acquisition. On investit en acquisition Ouais. et ça, je trouve que c'est une bonne pratique. Se dire: «OK, j'investis, mais c'est pour, travailler ma notoriété» parce que ma notoriété, c'est, notamment celle qui va faire que quand, telle personne va rentrer, dans telle boutique de vélo pour, réparer son pneu, par exemple, elle va voir, Shaper, elle va dire: «Ah mais je connais ça, du coup ça ressemble à ça, bah tiens je me l'offre». Ouais, non, c'est exactement, c'est un investissement. Alors évidemment, l'investissement, tu veux qu'il soit rentable, Ouais. à plus ou moins court terme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la vision un peu plus long terme du retour sur investissement. Ouais, on le sait et nous dans notre verticale sur la partie moto, on a eu un exemple, il y avait une boîte, qui était présente, qui était plus grosse que nous quand on a démarré la moto, hein, largement. Ils ont arrêté d'investir parce qu'ils étaient pas très rentables, à l'instant T, bah, ils ont disparu. En 2 ans, ils se sont fait bouffer. Alors, OK, peut-être que leurs produits étaient peut-être moins au goût du jour, ce genre de choses, mais en fait, ça a été à partir du moment où ils ont coupé, leurs investissements pub, du jour au lendemain, ils ont disparu et ils se sont fait déréférencer des magasins, voilà, la marque est morte, quoi. Heu et ça, c'est un truc dont on a un peu peur, donc faut qu'on trouve l'ajustement où des fois on se dit: «Ouais, faut pas qu'on creuse non plus notre renta parce qu'une boîte qui est pas rentable, ça n'existe pas, quoi, enfin ça tient pas». Donc voilà, c'est un investissement, c'est vraiment jongler sur, à quel horizon, on mesure ça, c'est ça qui est pas toujours évident à Ouais, trouver, ouais. ouais et il n'existe pas encore l'outil magique qui permet de Ah, l'analyser. tu fais ça, tu es milliardaire, hein. Ouais. Toi, aujourd'hui, quand tu construis ton budget, marketing, est-ce que tu arrives avec, une vision très claire de: «Je vais mettre tant
sur du offline et tant sur du online? Enfin, comment tu travailles tout ça? J'ai pas cette. Tu vois, avec le temps, on a une vision beaucoup plus analyste et on va la voir de plus en plus. Avec, tu vois là, avec Fairing par exemple, sur notre persona, sur qui achète, pourquoi, les quantités. Enfin, ça va être ultra important dans les mois, dans les années à venir. Après, en termes de budget, c'est un peu. Je trouve que c'est dur de te dire, tiens, ce mois-ci, j'ai 10 000 euros de budget. Et soit t'en dépenses trop, soit t'en dépenses pas assez. J'ai une gestion au jour le jour, où j'ai un tableau, tout simple, TTC, qui se transforme en hors taxe, toutes mes pubs, d'accord? Donc pub Google, Meta, toutes mes pubs. Ma marge produit, et j'enlève les pubs. Et j'ai un résultat. Et je drive comme ça. Forcément, t'as tous les autres coûts de l'entreprise, de ton chauffage, à toute la structure salariale, enfin, tu vois, je peux pas tout mettre, même si j'ai un tableau aussi qui a tout ça. C'est vrai. Mais tu vois, je le divise pas en 31 jours ou 30 jours. Mais je regarde et je pilote au jour le jour. Et je suis en capacité de me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai eu ce seuil de rentabilité avec mon hors-taxe, moins ma marge produit, moins mes pubs. Voilà ce qu'il en est. Et je peux piloter un peu au jour le jour comme ça. Et puis après, les saisons passent, les années passent. On a des indicateurs de ce qu'on a fait aussi les années précédentes, à quel moment on a coupé, à quel moment on a lancé. Tu vois, typiquement pour des périodes comme Black Friday, bah, je suis en capacité de te dire, tiens, c'est peut-être mieux si on lance 7 jours avant. Et tiens, là, on arrête 2 jours après parce que les investissements sont. Et on cale plus comme ça. Trop bien. Et aujourd'hui, ton budget enfin, déjà, vous faites du Meta, du Google. Est-ce qu'il y a d'autres leviers publicitaires comme ça que vous utilisez? Un tout petit peu TikTok, mais on le fait très mal. Donc on doit avoir 20 euros par jour et 20 euros par jour sur Pinterest. Et d'ailleurs, il faudra peut-être à la longue qu'on se fasse accompagner, mais je pense qu'on n'a pas, atteint le plafond de verre sur Meta et sur Google pour aller encore se mettre une autre locomotive, tu vois. Il faut d'abord qu'on soit très 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 bon sur ce qu'on fait sur ces deux plateformes avant d'aller sur les autres. Le budget globalement ça va être 20% de notre chiffre d'affaires TTC B2C. Après ça, tu vois, si je te donne un retour par exemple, si je te dis prenons par exemple 1 million d'euros, je te dis que mon budget est de 200 000 euros, donc sur le TTC. Oui, mais le TTC B2C, après j'ai le B2B, donc mes revendeurs, et combien de ces B2B ont vendu, m'ont repassé commande ou sont rentrés par ma pub B2C? Tu vois, au final, c'est... Mais aujourd'hui, on est à 10% du... Si tu prends toute la marque, on doit être à 10, entre 8 et 10% du budget en pub, ce qui est pas beaucoup et ce qui est peut-être même pas suffisant, ce qui montre qu'on peut accélérer de ce côté-là. Ouais. Non, c'est une bonne manière de voir son budget en pourcentage du chiffre d'affaires. On appelle ça le cost of sales. Ça te permet, toi, de trouver quel est le seuil à ne pas dépasser. Et effectivement, si tu es vraiment en dessous du seuil, ça peut vouloir dire que tu investis trop peu de budget par rapport à ce que tu devrais faire. Ouais. Et ça veut simplement dire que tu as un marché à aller chercher, que tout fonctionne bien pour toi. Et donc, autant y aller si c'est ton ambition, évidemment. Après, il y a ce côté super rassurant, tu vois. Bon, déjà, nous, l'international, on fait pas d'ads encore à l'étranger, même si parfois on a des pubs, des Chinois qui commandent, des Japonais, des Américains. Mais tu vois, il y a ce côté aussi rassurant de se dire, tout le monde ne nous connaît pas. Alors de plus en plus, forcément, avec les publicités, les radios et autres, bah, les gens vont connaître la marque. Mais on a quand même une grosse densité de la population française qui ne connaît pas la marque et à aller chercher. Donc c'est aussi rassurant dans le sens où on se dit, c'est super cool parce qu'ils vont connaître la marque maintenant. Avec cette communication-là, ce branding-là, cette hauteur du détail-là, ce produit-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as beaucoup de gens qui ont testé le produit il y a 8 ans, mais ils nous ont fait confiance, super. Mais la marque, elle a considérablement changé. Même le produit en tant que tel. Le packaging, enfin toute la suite que tu as derrière. Au bout d'un moment, quand on a un plateau d'efficacité en acquisition, on peut continuer d'améliorer les campagnes, mais quand elles sont bien configurées, si on veut dépasser ce plateau et pouvoir déployer plus de capital, en fait, doubler ton taux de conversion, ça va te permettre de déployer beaucoup plus et donc d'accélérer tes ventes ou de diviser par 2 ton CAC. Ouais. Et il vaut mieux investir pour doubler son taux de conversion que de tomber dans le piège de la facilité, d'aller doubler directement son budget média, par exemple.
Parce que ça évidemment, ça prend que quelques clics. On peut aller sur un Ads Manager et puis 2 secondes plus tard, on a mis 2 fois plus de budget. Donc naturellement, on peut s'attendre à avoir 2 fois plus de trafic, 2 fois plus de ventes. Mais si on a un taux de conversion qui est pas satisfaisant, on va se retrouver avec une rentabilité qui va rester la même et ça peut être un jeu dangereux. Et puis, enfin, tu connais ça encore mieux que moi, mais je pense même que ton taux de conversion, il va diminuer. Si tu remets plus de trafic, les plateformes sont quand même assez puissantes pour décider quel trafic elles t'envoient, et normalement, elles t'envoient le plus intentionniste. Ouais, effectivement, moins t'investis, plus tu as les personnes les plus intentionnistes qui viennent, donc plus tu investis, plus tu as les personnes qui vont mettre du temps à convertir. Hem, Vous, c'est ça. Bon, j'imagine que tu as pas la réponse à toute cette question parce que, à tous les éléments de cette question parce que c'est pas si simple que ça, mais c'est quoi les premières caractéristiques que vous avez identifiées qui freinaient la conversion sur votre site internet? En fait, une des choses qu'on a changé, qui a drastiquement amélioré notre site internet, on est parti initialement avec une vision, quand on crée Underdog, qui était assez radicale sur la manière d'acheter de l'électroménager et de communiquer. Presque pas militant, mais assez revendicateur, de faire un message. Et donc, on avait fait des choix sur une approche assez différente de présenter les produits. Les produits sont présentés sur un fond blanc, nous, c'était sur un fond beige. On voulait distiller les caractéristiques techniques d'une certaine manière. Et en fait, je pense aussi qu'il y a un marché qui existe déjà et qui est très gros. On a peut-être repris certains codes de ce marché-là. On a travaillé pour avoir des fiches techniques beaucoup plus complètes. Donc, c'est pas seulement les dimensions, la capacité et la classe énergétique. Genre, on achète un réfrigérateur américain qui peut valoir 1 500 € ou des beaux lave-linges. On a aussi envie de savoir quels sont les programmes de la machine, est-ce qu'il y a des conseils d'installation, etc. Et donc, on a beaucoup investi pour avoir des fiches techniques beaucoup plus complètes. Ce qui est un gros enjeu pour nous. C'est vraiment un challenge parce que les vendeurs de neuf souvent reçoivent les fiches techniques qui sont remplies par les fabricants. Nous, cette donnée-là, il faut qu'on aille la chercher et qu'on la structure. Donc ça a été un premier point. Le deuxième point, c'est la qualité de la photo. On a dès le début eu un studio photo et je pense que pendant trop longtemps, on s'est habitué aux photos qu'on avait. Donc, sur la photo, on a de la retouche photo pour les rendre, pour mettre on a mis les produits plus grands, on a mis les produits plus lumineux. Et donc ça a joué aussi, je pense, dans les infos. Et après, on a beaucoup travaillé sur le prix. Ça, c'est un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, mais sur un produit reconditionné, il n'y a pas vraiment de prix. Aujourd'hui, l'iPhone 16 Pro, on sait quel est son prix. Un peu à la limite, même extrême comme cas, mais parfois, on vend des produits qui sont plus vendus. Parfois, on a vendu qu'à certains défauts, on ne sait pas, est-ce qu'il faut le mettre à moins 15, à moins 20, à moins 50. Et ça, on essaye d'apprendre et de construire notre connaissance sur ce sujet. Et ce que tu veux dire par là, c'est qu'une personne qui voudrait savoir si tel lave-linge avec tel niveau d'usure, elle va voir un prix et donc potentiellement elle voudrait aller chercher une information pour pouvoir comparer si c'est un bon prix ou pas et elle la trouve pas, c'est ça? Oui, en fait, une partie des produits qu'on vend, il y a à peu près 80% des gens qui nous disent après avoir acheté chez nous qu'ils ont comparé les prix. Je pense que intuitivement, c'est peut-être même encore plus que ça, mais on a un questionnaire post-achat et c'est les chiffres qui ressortent. Donc, ça veut dire que les gens vont comparer. Donc, ils vont taper le nom exact du modèle et de la marque. Parfois, ils vont trouver le prix. Donc, nous, on essaye vraiment de suivre les prix de marché. On va récupérer cette info et puis on va ajuster nos prix en fonction. Parfois, le produit il n'existe pas. Et donc là, il y a pas forcément de benchmark, mais c'est aussi comparer. Il y a le modèle exact et puis il y a le modèle à peu près. On réfléchit aussi en unité de besoin. Un lave-linge Hublot moyen de gamme de 8 kg, voilà à peu près les prix. Mais un lave-linge Hublot 8 kg, aujourd'hui en neuf, ça vaut entre 200 et 2000 €. Ouais, bien sûr. Donc, c'est hyper vaste. Et vous mettez sur vos pages produits le prix
censé être le prix du neuf, même quand c'est une pièce qui n'est plus disponible, versus le prix justement pas remisé, mais le prix reconditionné. Oui, on affiche le prix du neuf. Donc, en fait, même quand un produit n'est plus disponible à la vente, il reste des traces sur internet de son prix passé. Tous les produits, quand on les achète, on va aller vérifier les prix. Donc parfois c'est facile parce qu'il est encore vendu par les plus gros distributeurs et donc il y a un prix. C'est la partie facile. Après ce prix-là, il fluctue. Et parfois il n'existe plus, mais il y a des sites où on voit les courbes. Elles font plutôt comme ça dans le temps, mais parfois ça monte. Donc on prend le meilleur prix qu'on trouve, qu'on indique comme un prix neuf barré. Ensuite, il y a nous, notre prix, qui va fluctuer aujourd'hui entre moins 15 et moins 60% de ce prix. Ok. Donc là, si j'arrive sur une page produit de Underdog, je vais voir des belles photos du produit, mais en tout cas des photos aussi qui vont être honnêtes sur son état d'usure. Et à côté, je vais avoir le produit, la description de ses principales caractéristiques et un prix reconditionné versus un prix neuf. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui sont importants à mettre au milieu de tout ça pour pouvoir accompagner un internaute et lui donner envie d'aller plus loin? Alors, je reviens juste sur les photos. Nous, on a fait le choix depuis le début, et c'est pas forcément la norme sur le reconditionné. On a fait le choix de prendre en photo tous nos produits et de n'afficher que les photos du produit, du vrai produit. Le client peut voit son vrai produit, voit les défauts, donc on le prend devant, sur les côtés, l'intérieur également, quand c'est un frigo ou un lave-vaisselle. Est-ce que tu veux dire par là qu'il y en aurait d'autres qui mettraient des photos du produit en mode catalogue? Ils ont téléchargé les photos du produit neuf et ils le mettent directement sur le site internet? Bah, c'est la norme Ouais, c'est la norme, ok. sur le gros électroménager, une fois de plus, il y a quasiment personne qui fait ça. Mais quand tu vas acheter un iPhone reconditionné, tu n'as jamais la photo du produit pour voir où sont les rayures. Donc c'est très normé en disant ça, c'est un iPhone en très bon état s'il a des micro-rayures de moins de 2 centimètres, etc. Mais et tu sais pas où elle est, la rayure, tu vois pas le produit. Je sais pas si c'est plus ou moins important, mais nous, on a fait le choix. Parfois, il peut y avoir des gros défauts, des produits qui peuvent avoir pris des gros chocs, qui peuvent avoir une rayure, certains sont plus ou moins sensibles. Donc on a fait ce choix de la transparence presque extrême avec chaque produit est pris en photo. Sur chaque produit, on va décrire les défauts, où est-ce qu'il y a des rayures, des pocs. Ok. Et j'imagine que la transparence avec les valeurs de l'entreprise et que ce serait difficile pour vous de faire autrement, ça doit vous tenir à cœur. Est-ce que toi, tu vois justement que ça a un impact positif sur le taux de conversion, le fait de miser sur la transparence? En tout cas, on a fait le choix depuis le début que ce le soit. Donc tu peux pas le comparer? Je peux pas le comparer. Ce que je sais, c'est que quand on a amélioré nos photos, qui étaient objectivement pas complètement au niveau, donc on a retravaillé sur la partie hardware pour reconfigurer l'appareil photo, on a retravaillé sur la lumière, on a retravaillé sur la retouche. Donc maintenant, on a des produits plus gros, plus lumineux. Et ça, je pense que ça a été un des points majeurs qui nous a aidé de passer de 0,4 à 0,55 sur un trimestre sur le taux de conversion. Vous avez aussi une grosse présence en organique en social media. On voit quand on va sur votre compte TikTok, il y a des posts qui sont faits quasiment tous les jours. Il y a quasiment presque 100 000 abonnés sur Instagram. Ça se fait pas du jour au lendemain. Toi, ça a été un parti pris dès le départ de te lancer sur Insta. J'imagine il y a 5 ans, tu te lançais peut-être pas sur TikTok, mais d'utiliser justement les réseaux sociaux en organique et de faire l'effort d'être constante et tous les jours dessus? Tous les jours, exactement, parce que c'est un outil qui nous permet d'être en connexion directe avec nos clients, si tu veux, avec nos mamans, donc transmettre nos messages et en recevoir, tu vois? Donc et mon premier recrutement, ça a été, Margot qui est, voilà donc a pris en main, tu vois, cette partie du social media, donc Instagram et cetera, qui est aujourd'hui, notre responsable digital, tu vois? Qui a grandi avec moi, à mes côtés, qui porte le projet depuis, quasiment, le tout début de l'histoire, tu vois? Donc voilà et mais hyper important, ouais, complètement. Tu vois, TikTok, c'est un peu différent. On est peut-être d'une génération, tu vois? On vieillit, moi beaucoup plus. Margot est plus jeune que moi, mais voilà, on a quand même, beaucoup à apprendre du fonctionnement de cette plateforme. Donc on s'est fixé des objectifs. Ça prend
hyper bien, tu vois? Mais il fallait qu'on trouve le tone of voice, tu vois? Il fallait qu'on trouve le bon format, la bonne façon de communiquer, qui est un petit peu différente de la façon dont on communique sur Instagram, tu vois? Plus spontané. Après, on réutilise, hein, donc nos contenus, on réutilise aussi, on fait pas mal de mais oui, 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 chaque, canal de communication est quand même étudié de façon très spécifique en fonction des audiences que l'on souhaite toucher, tu vois? Très bien, bah, c'est top aussi d'entendre, dire que chaque jour vous investissez du temps, de l'énergie sur cette partie organique. On entend des fois, que, bah, il y a plus de reach sur, Instagram et que du coup c'est une perte de temps de s'y, attarder. Moi je pense, tout l'inverse. Je pense que c'est une vitrine, notamment quand on fait de l'Ads, sur Meta si, on a des personnes qui vont cliquer directement sur le bouton, en savoir plus ou acheter sur le site, mais on en a aussi une grosse partie qui vont cliquer sur, l'avatar et s'ils se rendent compte qu'ils tombent sur un profil qui est, un peu, mort, sur lequel il y a pas vraiment de publication, il y a pas de story, actuellement, le signal envoyé, il est pas le bon. Alors que si on tombe sur un profil où il y a plein de stories, il y a des posts récents, il y a quasiment 100 000 followers et cetera, bah, tout de suite, c'est super réassurant. On sait qu'on est sur une marque que beaucoup de personnes ne connaissent et on peut limite se poser la question de: «Comment ça se fait que moi je ne les connaissais pas?» Mmh. Non, non, mais c'est indispensable et comme tu le dis, c'est notre vitrine, en fait, c'est notre patte-porte, hein, donc on a le e-shop, mais on a Instagram et ça nous permet ensuite d'embaser aussi de nouveaux revendeurs, au-delà des clients, tu vois? De nouer des, des relations avec, oui, des influenceurs et d'entretenir cette connivence, cette relation de proximité avec nos clientes. Donc c'est indispensable. Instagram aujourd'hui, TikTok aujourd'hui, puis je te dirais même, nous, tous les jours, on se challenge, tu vois? Quand on publie un contenu, on va voir quelle est la portée. Donc sur TikTok, la viralité est impressionnante, tu vois? Parce qu'on est vraiment des débutants sur TikTok et je vois que ce que publie l'équipe a un reach qui est assez fulgurant, tu vois? On est à parfois à 100 K de vues, sur une publication, tu vois? Et ça va vite, ça va hyper vite, tu vois? Quand tu nourris l'algo et l'outil, c'est très puissant. Ce qu'il faut, je pense, en tant que marque, c'est essayer de rentrer dans un inconscient collectif. Nous, on n'est pas connus par tous. Je veux dire, t'arrêtes quelqu'un dans la rue à Paris, t'as peut-être une chance sur 10, une chance sur 20, j'en sais rien, qui connaissent la marque, une chance sur 30. Mais, et le but, c'est que tout le monde apprenne à la connaître. Et au moins connaissent le nom de la marque et déjà vu quelque part. Et c'est ce qui est le plus long à faire quand tu es dans un pays de 68 millions de personnes. Ouais. Bah, c'est une réflexion super mature de ta part par rapport à des sujets, d'e-commerce parce qu'effectivement, on a un peu tendance à vouloir, avoir une attribution à 0 ou 1 et OK, Meta m'a apporté cette vente et du coup, c'est une vente, pour Meta. Mais comme tu le dis, quand tu commences à investir sur des leviers comme, la radio, peut-être que la personne à la fin, elle a tapé ton nom sur Google, elle a cliqué sur une C'est ad ça. sur Google. Tu vas Puis dire: ça «Ah t'a OK, ramené de la Google». solvabilité aussi. Tu Ouais, vois, ouais. pour l'année prochaine, on va vraiment essayer de travailler tout l'aspect beaucoup plus vidéo longue durée, beaucoup plus raconter notre histoire, ce qu'on a peut-être le haut de funnel, tu vois. Vraiment l'amorce, découvrir l'histoire, qui on est, et si aussi tu recherches, tu veux partager un peu plus avec nous et tu veux peut-être passer un peu plus de temps sur YouTube ou sur notre site à regarder une vidéo qui fait 3, 4, 5 minutes plutôt qu'une pub qui en fait 30 secondes ou une minute. Et là, on va vraiment te raconter l'histoire, te faire rentrer aussi dans les ateliers de fabrication. Euh, ben, tu vois, il y a beaucoup de gens qui regardent ce type de contenu. Mais pareil, ça se trouve, la vidéo aura 20, 30, 40, 50 000 vues. Mais te dire combien de personnes ont acheté parce qu'ils ont vu l'histoire et que l'histoire de Jean Damien, qui a l'entreprise qui fabrique nos cordons à Vertolaye, que je salue d'ailleurs, ben, les a touchés et donc du coup ils ont commandé un bracelet. Je serais incapable de te le quantifier, mais ça fera partie du lot de communication. Ouais, c'est top d'avoir cette vision, de voir ça comme, un tout et pas, en silo. Et donc là, on parle d'un média un petit peu plus classique, la radio. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres médias classiques, de la télé, de l'affichage dans les arrêts de bus? Est-ce que c'est le genre de Alors, choses que vous avez déjà fait? Alors, effectivement, on a déjà fait du JC Déco, on a fait une campagne de test dans notre ville, à Clermont-Ferrand.
Donc là, tu vois, on vient travailler l'ancrage local. Il y a d'autres choses qui sont prévues pour 2025. Télé, il y a de la télé qui va être prévue. Alors, je peux pas te dire sur quelle chaîne. On sera pas encore sur TF1. On va attendre quelques temps et grossir un peu. Mais on va commencer aussi l'amorce télé. Mais oui, on teste, mais comme on teste de la micro, de la nano influence, de la macro, tu vois, on va essayer de tester de vrais influenceurs potentiellement pour la première fois fin d'année prochaine, avec une collaboration sur un produit en particulier. Mais nous, on est prêt à tout. On a déjà sponsorisé des tentes pour la course croisière à l'EDEC, la course croisière EDEC, tu vois, une école de commerce, où on a monté un stand, il y avait 4000 étudiants. Tout est bon à prendre pour une marque comme la nôtre. On était il n'y a pas longtemps dans le magazine Voici, on était dans le magazine Playboy, et on est dans le magazine Playboy actuellement. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me disent « Pourquoi vous êtes dans Playboy ?» Mais on est dans Playboy parce qu'il y a 800 000 lecteurs par mois, et que notre marque... on prendra pas un magazine et on n'ira pas dans un magazine à connotation politique ou autre, mais que notre marque, elle a une ouverture qui est ultra large. Et tu peux nous voir dans Voici, tu peux nous voir dans Playboy, et tu peux nous voir dans Femme Actuelle, tu vois, dans AD Décoration. Et pourquoi pas, tu vois. Et ça vient te rajouter de la solvabilité, énormément de solvabilité aussi, parce que quand tu vas être dans Voici, par exemple, ou dans Voyage de luxe, les gens vont mettre ta marque à hauteur du partenariat. Donc vont se dire, la solvabilité du vent à la française, t'as Voici, t'as Playboy, ils collaborent avec ce type d'envergure d'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces extraits vous auront donné des idées concrètes à tester dans votre stratégie e-commerce. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner, à partager autour de vous et puis à explorer la playlist complète du podcast Club Croissance. Et si vous voulez aller plus loin sur la partie ads et créa, on vous propose de travailler ensemble sur une roadmap personnalisée en 3 étapes. Un audit technique de vos ads managers, une analyse créa avec des angles et des formats à tester, une stratégie d'acquisition alignée avec vos produits, vos temps forts et vos objectifs. Vous pouvez nous contacter directement via LinkedIn, par email ou via notre site internet. Toutes les infos sont en description de la vidéo. Allez, à bientôt sur Club Croissance.